La pluie tombait comme une malédiction sur Paris ce soir-là. Ellie courait dans les rues du 16e arrondissement, son sac à dos plaqué contre sa poitrine, ses lunettes embuées rendant chaque pas plus incertain. À 23 ans, il était habitué à la solitude, celle qui vient naturellement quand on passe ses soirées dans les bibliothèques de la Sorbonne plutôt que dans les bars de Saint-Germain. Il avait quitté l'université tard, trop absorbé par sa thèse sur Proust, pour remarquer les nuages noirs s'amassant au-dessus de la ville. Maintenant, trempé jusqu'aux os, il n'avait qu'une destination en tête, l'appartement de son meilleur ami Lucas, à 2 rues de là. 3 mois s'étaient écoulés depuis la rentrée universitaire. 3 mois pendant lesquels Ellie et Lucas avaient forgé une amitié solide, née dans les amphithéâtres de littérature comparée. Lucas était tout ce qu'Ellie n'était pas. Extraverti, spontané, entouré d'amis. Pourtant, ils s'étaient retrouvés, complices dans leur passion pour les mots et les silences entre les lignes. Ellie sonna à l'interphone, l'eau ruisselant de ses cheveux bruns bouclés. La voix familière de Lucas grésilla dans le haut-parleur. « Monte, la porte est ouverte. Je suis sous la douche, fais comme chez toi. » L'appartement familial des Moreau occupait le dernier étage d'un immeuble haussmannien élégant. Ellie poussa la lourde porte en bois et pénétra dans l'entrée, laissant une traînée d'eau sur le parquet ciré. Il retira ses chaussures détrempées, frissonnant dans ses vêtements mouillés. C'est alors qu'il entendit des pas dans le couloir. « Lucas, j'ai vraiment besoin d'une serre. » Les mots moururent dans sa gorge. L'homme qui venait d'apparaître n'était pas Lucas. Plus grand, plus âgé, peut-être 35 ans, il portait un pantalon de costume anthracite et une chemise blanche aux manches retroussées sur des avant-bras musclés. Ses cheveux châtains, légèrement grisonnants sur les tempes, étaient encore humides, comme s'il sortait lui aussi de la douche. Mais ce furent ses yeux qui capturèrent Ellie, d'un gris tempête, profond, scrutateur. « Tu dois être Ellie », dit l'inconnu d'une voix grave, presque veloutée. « Lucas m'a parlé de toi. Je suis Julien, son frère. Julien, le frère aîné, celui qui vivait à Londres depuis 10 ans, qui travaillait dans la finance internationale, que Lucas mentionnait parfois avec un mélange d'admiration et de distance. Celui dont la photo sur le manteau de la cheminée montrait un jeune homme de 25 ans, au sourire insouciant, si différent de l'homme qui se tenait maintenant devant lui. Oui. Désolé de... Ellie désigna ses vêtements trempés, incapable de former une phrase cohérente. Un éclair illumina les fenêtres, suivi d'un tonnerre qui fit trembler les vitres. Dans cette lumière fugace, Ellie vit quelque chose passer dans le regard de Julien. Une lueur qu'il ne sut identifier. Curiosité? Reconnaissance? « Tu vas attraper froid comme ça. » Julien s'approcha, et Ellie sentit une chaleur inattendue émaner de sa présence. « Viens, je vais te trouver des vêtements secs. Lucas en a pour un moment, tu le connais, il passe des heures sous la douche. » Ellie suivit Julien dans le couloir, conscient de chaque goutte d'eau tombant de ses cheveux, de chaque son de ses pas, pieds nus sur le parquet. Ils passèrent devant le salon, aux murs ornés de tableaux contemporains, devant la bibliothèque où Ellie avait passé tant de soirées avec Lucas, jusqu'à une chambre qu'il n'avait jamais vue, la chambre de Julien, minimaliste, élégante. Un lit king-size au drap gris anthracite, un bureau en noyer couvert de documents financiers, une fenêtre donnant sur les toits de Paris noyés sous la pluie. Une valise ouverte près du placard trahissait une arrivée récente. « Tiens. » Julien lui tendit un t-shirt noir et un pantalon de jogging. « La salle de bain est là. Prends ton temps. » Leurs doigts se frôlèrent lors de l'échange. Un contact infime, électrique. Ellie leva les yeux et croisa à nouveau ce regard gris tempête. Cette fois, il n'y avait aucun doute sur ce qu'il y vit. Une attention qui allait au-delà de la simple politesse. « Merci », murmura Ellie, avant de s'enfermer dans la salle de bain attenante. Ses mains tremblaient en retirant ses vêtements mouillés. Pas seulement à cause du froid. Il se regarda dans le miroir embué, ses joues rouges, ses yeux noisettes élargis par quelque chose qu'il refusait encore de nommer. Il avait 23 ans et n'avait jamais vraiment exploré cette partie de lui-même, ces regards qu'il détournait trop vite dans les vestiaires de la piscine universitaire,
ses pensées qu'il enfouissait dans ses études. Quand il ressortit, vêtu des habits de Julien qui sentaient un mélange de cèdre et d'agrumes, il trouva le frère aîné de Lucas debout près de la fenêtre, observant l'orage. « Ça fait longtemps que tu n'étais pas rentré à Paris ?» demanda Élie, cherchant désespérément à briser le silence chargé d'électricité. « 10 ans. » Julien se retourna, et dans la lumière tamisée de la chambre, son visage semblait sculpté de secrets et de mélancolie. « J'ai fui il y a longtemps. Ma famille, disons qu'ils n'ont pas bien accepté certaines de mes décisions, certaines vérités. » Il y eut un silence. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, martelant les vitres comme pour scander l'importance de ce moment. Quelle vérité? La question échappa à Élie avant qu'il puisse la retenir. Julien s'approcha. Un pas, puis 2. L'espace entre eux se réduisit jusqu'à devenir presque inexistant. Élie sentit son cœur battre si fort qu'il était certain que Julien pouvait l'entendre. La vérité sur qui je suis vraiment. La voix de Julien n'était plus qu'un murmure. Sur qui j'aime, sur ce que je désire, un nouvel éclair. Dans cette fraction de seconde lumineuse, leurs regards se verrouillèrent, et Élie comprit. Il comprit pourquoi Julien était parti. Il comprit pourquoi Lucas parlait si peu de son frère. Il comprit surtout ce qui était en train de naître entre eux, là, dans cette chambre, pendant que l'orage faisait rage dehors. « Je ne devrais pas... » commença Julien. Mais sa main se leva malgré lui, effleura la joue d'Élie avec une douceur infinie. « Tu es l'ami de mon frère, tu es jeune. Je viens juste de rentrer. Je ne devrais pas. Mais... » Le mot sortit dans un souffle. Élie se surprit lui-même de sa bravoure. Julien sourit, un sourire triste, chargé de toutes les batailles qu'il avait livrées, de tous les désirs réprimés, de toute la solitude accumulée pendant 10 années d'exil. Mais quand je t'ai vu dans l'entrée, trempé, vulnérable, magnifique, il s'interrompit, comme s'il en avait déjà trop dit. J'ai eu l'impression que l'orage t'avait amené jusqu'à moi pour une raison. La porte de la salle de bain principale s'ouvrit dans le couloir. La voix de Lucas retentit, joyeuse et insouciante. « Élie, t'es là ? Désolé du retard. » Julien recula brusquement, mettant entre eux une distance respectable. Mais dans ses yeux gris tempête brûlait une promesse, un secret partagé, une question sans réponse. Élie sortit de la chambre, les jambes tremblantes, le cœur en chaos. Lucas l'accueillit avec son sourire habituel, complètement inconscient du séisme qui venait de se produire quelques mètres plus loin. Ce soir-là, pendant que les 3 hommes dînaient ensemble, Lucas racontant ses anecdotes universitaires, Julien parlant brièvement de Londres, Élie silencieux, encore sous le choc, leurs regards se croisèrent à plusieurs reprises par-dessus la table. À chaque fois, c'était comme si le monde se réduisait à eux deux, comme si l'orage continuait de gronder entre eux seuls. Quand Élie rentra chez lui tard dans la nuit, la pluie avait cessé. Mais quelque chose en lui avait changé, quelque chose s'était réveillé, quelque chose qui avait le goût d'un désir interdit et la forme d'un regard gris tempête. Il ne savait pas encore que cette rencontre sous l'orage marquerait le début d'une transformation profonde, que Julien Moreau deviendrait l'homme qui lui apprendrait à ne plus fuir, à s'accepter, à aimer sans honte. Tout ce qu'il savait, en s'endormant cette nuit-là, c'était que les mots de Julien résonnaient encore dans son esprit comme une prophétie. Maintenant, tu es à moi. 3 semaines s'écoulèrent, dans une danse délicate d'évitement et de proximité forcée. Élie continua de fréquenter l'appartement des Moreau, incapable de refuser les invitations de Lucas sans éveiller les soupçons. Chaque visite devenait une épreuve exquise. Julien était toujours là, travaillant sur son ordinateur dans le salon, lisant dans la bibliothèque, préparant du café dans la cuisine avec des gestes précis et élégants. Ils échangeaient peu de mots, mais chaque regard était une conversation entière. Chaque frôlement accidentel, une main qui passe le sel, des épaules qui se touchent dans le couloir étroit, était une étincelle. Lucas, lui, flottait dans sa bulle d'insouciance, heureux d'avoir retrouvé son frère, ravi que son meilleur ami et Julien semblent bien s'entendre. Cette innocence rendait tout plus complexe, plus coupable. Un jeudi après-midi, alors qu'Élie étudiait à la bibliothèque Sainte-Geneviève, son téléphone vibra. « Café Flore, 17h. J'ai besoin de te parler. Julien. »
Son cœur fit un bond. C'était la première fois que Julien le contactait directement. Il relut le message une dizaine de fois, cherchant un sens caché dans ces quelques mots. À 16h45, Élie traversait le pont des Arts, le vent d'automne soulevant les feuilles mortes en tourbillons dorés. Paris était magnifique en cette fin octobre, les marronniers du boulevard Saint-Germain se parant de couleurs flamboyantes. Julien était déjà installé en terrasse du Café de Flore, malgré la fraîcheur. Il portait un manteau gris anthracite, sur un pull noir à col roulé, une tasse de café fumante devant lui. Quand il vit Élie approcher, son visage austère s'adoucit imperceptiblement. « Tu es venu. » Ce n'était pas une question, plutôt un soulagement. « Tu m'as demandé de venir. » Élie s'assit en face de lui, conscient des regards curieux des autres clients. Deux hommes à une table, l'un plus âgé, l'autre plus jeune. Qui voyait-il ? Un mentor et son élève, un oncle et son neveu, ou quelque chose de plus trouble, de moins définissable. « Comment va ta thèse sur Proust ?» demanda Julien après avoir commandé un chocolat chaud pour Élie. « Tu sais que ce n'est pas pour ça que tu m'as fait venir. » Un sourire fantôme effleura les lèvres de Julien. Non, effectivement. Il but une gorgée de café, sembla chercher ses mots. « Je pars demain. Je retourne à Londres. » Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Élie. « Oh. Mon entreprise a besoin de moi. J'ai déjà repoussé mon retour 2 fois. » Julien joua avec sa cuillère, évitant son regard. « Je ne peux pas rester indéfiniment. Je comprends. » « Non, tu ne comprends pas. » Cette fois, Julien le regarda droit dans les yeux, et l'intensité de ce regard faillit couper le souffle d'Élie. « Je pars parce que je dois partir. Parce que si je reste un jour de plus dans cette ville, dans cet appartement, à te croiser dans les couloirs, à sentir ton parfum de papier et de pluie, à voir cette façon que tu as de te mordre la lèvre quand tu réfléchis. » Il s'interrompit, serra les mâchoires. « Si je reste, je vais faire quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Le chocolat chaud arriva. Élie le prit entre ses mains tremblantes, cherchant une encre dans la chaleur de la tasse. « Et si... » Sa voix n'était qu'un murmure. « Et si on ne le regrettait pas ?» Julien ferma les yeux, comme si ces mots lui faisaient physiquement mal. « Élie, tu as 23 ans. Tu découvres à peine qui tu es. Tu es l'ami de mon petit frère. Tu mérites quelqu'un de ton âge, quelqu'un sans tout ce bagage que je trimballe. Tu ne me connais pas assez pour savoir ce que je mérite. Peut-être. » Julien rouvrit les yeux. Et cette fois, Élie y vit toute la vulnérabilité qu'il cachait derrière son masque de businessman accompli. « Mais je me connais, moi. Je sais que je suis revenu à Paris parce que ma mère est malade. Je sais que ma famille ne m'a jamais vraiment pardonné d'être ce que je suis. Je sais que j'ai fui il y a 10 ans, après que mon père ait découvert ma relation avec un homme et m'ait dit que je n'étais plus son fils. » Il marqua une pause, la douleur évidente dans sa voix. « Je sais aussi que la première fois que je t'ai vu, trempé sous cet orage, j'ai ressenti quelque chose que je croyais avoir enterré à Londres, quelque chose de dangereux. Dangereux comment ? Dangereux parce que réel. » Julien tendit la main par-dessus la table, frôla les doigts d'Élie dans un geste audacieux, presque désespéré. « Et je ne veux pas que tu deviennes un autre de mes secrets. Tu mérites la lumière, pas l'ombre. » Autour d'eux, Paris continuait de vivre. Les serveurs slalomaient entre les tables, les conversations s'élevaient en français, en anglais, en italien. Des couples s'embrassaient sans se cacher. Des amis riaient bruyamment. Une liberté que Julien semblait contempler avec envie et résignation. « J'ai passé 10 ans à Londres à construire une vie où je pouvais être moi-même, » continua-t-il. « Une vie où je pouvais aimer qui je voulais, sans que ma famille me regarde comme si j'étais brisée. Mais même là-bas, j'étais seule, parce que j'ai appris à ne jamais vraiment me laisser aller, à ne jamais vraiment faire confiance. Et moi ?» La voix d'Élie tremblait. « Qu'est-ce que je suis pour toi ?» Julien retira sa main, comme brûlé. « Tu es la possibilité de quelque chose que je ne peux pas me permettre. Tu es 23 ans et des yeux pleins d'étoiles. Tu es la gentillesse incarnée et je suis... Tu es quoi ? Je suis quelqu'un qui a déjà trop blessé les gens qu'il aime. » Le silence tomba entre eux, lourd de tout ce qui ne pouvait pas être dit. Élie but son chocolat, sentant la douceur sucrée contraster amèrement avec le nœud dans sa gorge. « Si tu pars demain, » dit-il finalement, « est-ce que je te reverrai ?»
Julien le regarda longuement. Je ne sais pas. Je ne sais honnêtement pas si c'est une bonne idée. Donc c'est tout? On se croise sous un orage, on ressent quelque chose, et puis tu disparais pendant 10 autres années, ce serait plus sûr. Pour qui? La question resta en suspens. Julien posa de l'argent sur la table, se leva. Pendant un instant, il resta là, debout, une main sur le dossier de sa chaise, comme s'il luttait contre une impulsion. Puis il se pencha, juste assez pour que ses lèvres frôlent l'oreille d'Élie. Si je reste, je vais tomber amoureux de toi. Et je ne suis pas sûre de survivre à ça, une deuxième fois. Avant qu'Élie puisse répondre, Julien était parti, se fondant dans la foule du boulevard Saint-Germain, laissant derrière lui le parfum de cèdre et d'agrumes, et un cœur en miettes. Élie resta assis au café de Flore jusqu'à ce que la nuit tombe sur Paris. Les réverbères s'allumèrent un à un. Les terrasses se vidèrent, et lui restait là, les doigts toujours serrés autour de sa tasse vide, essayant de comprendre comment quelqu'un qu'il connaissait à peine pouvait déjà lui manquer à ce point. Ce soir-là, il envoya un message à Julien. « Tu as dit que tu allais tomber amoureux. Passé. Mais si c'était déjà fait, si c'était déjà trop tard pour nous deux ?» La réponse ne vint que tard dans la nuit, alors qu'Élie était allongée dans son lit, incapable de dormir. Alors nous sommes perdus, toi et moi. Et je ne sais pas si c'est magnifique ou tragique. J. Le lendemain matin, Julien prit l'Eurostar pour Londres. Mais contrairement à ce qu'il avait dit, ce ne fut pas la fin. Ce fut le début d'une correspondance qui allait changer leur vie. Les messages commencèrent de façon innocente. Julien, depuis Londres, envoyait des nouvelles brèves. Comment se portait Lucas, si sa mère allait mieux, des questions polies sur les études d'Élie. Puis, imperceptiblement, les échanges devinrent plus profonds. J'ai repensé à notre conversation au Flore. Tu m'as demandé pour qui ce serait plus sûr. Je crois que je mentais en disant que c'était pour toi, c'était pour moi. Parce que j'ai peur. Julien, un mardi soir de novembre. Peur de quoi? Élie, ne pouvant s'empêcher de répondre immédiatement, de redevenir vulnérable, de revivre ce que j'ai vécu quand mon père m'a rejeté, de t'entraîner dans mon chaos. Et si je te disais que ton chaos ne me fait pas peur, que depuis cette nuit sous l'orage, je n'arrive plus à penser à rien d'autre? Un long silence. Puis, alors nous sommes dans de beaux draps, tous les deux. Les semaines passèrent. Novembre céda la place à décembre. Paris se para de lumière de Noël, et Élie se surprit à partager ses images avec Julien, les Champs-Élysées illuminés, les vitrines du printemps Haussmann, le marché de Noël sur les champs de Mars. En retour, Julien lui envoyait des photos de Londres sous la pluie, de la Tamise au crépuscule, de son bureau donnant sur Canary Wharf. Mais surtout, il envoyait des mots. Des confessions nocturnes, écrites tard, quand la solitude devenait trop pesante. J'avais 25 ans quand j'ai compris que j'aimais les hommes. Ou plutôt, quand j'ai cessé de lutter contre cette évidence. Je sortais avec Mathieu, un architecte parisien. On se cachait, bien sûr. Mes parents ne devaient rien savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père nous a surpris. Un soir, chez moi. Il était venu à l'improviste, voulait me parler d'affaires. Il a ouvert la porte de ma chambre sans frapper. Oh, Julien. Ce qui a suivi. Je ne souhaite à personne de voir le dégoût dans les yeux de son propre père. Il m'a dit que j'étais une honte pour la famille Moreau. Que je devais choisir, ma déviance ou ma famille. J'ai choisi la liberté. Je suis partie à Londres le lendemain. Et Mathieu? Il est resté à Paris. Il voulait que je me batte, que j'affronte ma famille. Mais j'étais lâche. Je suis toujours lâche. Tu n'es pas lâche. Tu as survécu. C'est différent. Ces échanges se faisaient de plus en plus fréquents, de plus en plus intimes. Élie lui parlait de sa propre découverte, plus tardive, plus silencieuse. De ses attirances qu'il avait toujours niées, enfouies sous les livres et les études. De sa peur de décevoir sa propre famille, modeste, mais aimante. Ma mère m'a toujours demandé quand j'amènerais une gentille fille à la maison. Je souriais, je changeais de sujet. Je crois qu'une partie de moi espérait que si je l'ignorais assez longtemps, ça disparaîtrait. Et maintenant? Maintenant, je pense à toi, tout le temps. C'est épuisant et merveilleux à la fois. Élie, nous ne devrions pas. Je sais, mais tu continues de m'écrire. Parce que je ne peux pas m'en empêcher.
Un soir de mi-décembre, Julien appela. Sa voix dans le téléphone, grave et proche, fit trembler Élie de la tête aux pieds. « Je voulais entendre ta voix », dit simplement Julien. Ils parlèrent pendant des heures, de Proust, de Londres, de Paris, de la solitude des grandes villes, de la difficulté d'être soi-même dans un monde qui attend toujours que vous soyez quelqu'un d'autre. « Tu me manques », lâcha Julien dans un souffle, après un long silence. Et c'est absurde parce que nous avons passé, 2 heures ensemble. Mais tu me manques comme si je te connaissais depuis toujours. Tu viens pour Noël ? La question était sortie avant qu'Élie puisse la retenir. Oui, ma mère insiste. Elle ne va pas bien. Une pause. Lucas t'a invité, je crois ? Oui. Alors on se verra. Julien ? Oui. J'ai peur aussi. Mais pas de la même chose que toi. J'ai peur que si on ne saisit pas ça, ce qu'il y a entre nous, on passe le reste de notre vie à se demander ce qui aurait pu être. Le silence qui suivit était chargé de tout ce qu'il n'osait pas encore dire. À Noël alors, murmura finalement Julien. On verra ce qui se passe à Noël. Les jours précédant le réveillon furent une torture douce. Élie ne dormait presque plus, oscillant entre l'excitation et l'angoisse. Lucas remarqua son état, mais l'attribua au stress de la thèse. « Tu devrais te détendre », lui dit son ami. « Viens au réveillon, ça te fera du bien. Ma mère est un peu faible, mais elle tient à faire un grand dîner. Et Julien sera là. Vous pourrez parler de littérature. Il adore ça, même s'il fait semblant d'être un businessman trop sérieux. » Si seulement Lucas savait. Le 24 décembre au soir, Élie se présenta à l'appartement des Moreau, vêtue de son plus beau costume, un ensemble bleu nuit acheté spécialement pour l'occasion. Ses mains tremblaient en sonnant à l'interphone. Ce fut Julien qui ouvrit la porte. Le temps se figea. Julien portait un costume gris charbon avec une chemise blanche ouverte au col, ses cheveux légèrement plus longs qu'en octobre. Mais c'était son regard qui bouleversa Élie, un regard qui disait sans mots « Je n'ai pas cessé de penser à toi. Bonsoir, Élie. » La voix de Julien était un peu trop contrôlée, un peu trop polie. « Entre. » L'appartement avait été transformé. Un grand sapin trônait dans le salon, couvert de décorations dorées et argentées. Des guirlandes lumineuses créaient une atmosphère féerique. La table était mise avec une élégance raffinée, des bougies parfumées flottant dans des coupelles en cristal. La mère de Julien et Lucas, Elisabeth Moreau, était assise dans un fauteuil près de la cheminée. À 60 ans, elle portait les traces d'une maladie récente, plus mince, plus pâle. Mais son sourire était chaleureux quand elle accueillit Élie. « Lucas m'a tellement parlé de vous. Vous êtes son meilleur ami de l'université, n'est-ce pas ?» Le dîner fut à la fois merveilleux et insoutenable. Élie était assis en face de Julien, leurs regards se croisant constamment par-dessus les huîtres, le foie gras, la dinde au marron. Chaque fois que leurs yeux se rencontraient, c'était comme si une conversation secrète se tenait, invisible aux autres. Lucas, inconscient, monopolisait la discussion, racontant des anecdotes de la fac. Elisabeth souriait, heureuse d'avoir ses 2 fils auprès d'elle. Le père était absent, en voyage d'affaires, avait dit Lucas d'un ton neutre qui suggérait des non-dits. Après le dessert, une bûche au chocolat noir, Elisabeth se retira, fatiguée. Lucas proposa de regarder un film, mais Julien déclina. « Je vais prendre l'air sur le balcon, j'ai besoin de fumer. » Il ne fumait pas, Élie le savait. C'était une invitation. 5 minutes plus tard, Élie prétexta avoir besoin d'air frais et rejoignit Julien sur le balcon donnant sur les toits enneigés de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin, et le froid mordant de décembre leur coupait le souffle. Julien était appuyé contre la rambarde, les mains dans les poches. Il ne se retourna pas quand Élie s'approcha. « Tu aurais dû rester à l'intérieur, il fait froid. »« Je sais. » Élie se plaça à côté de lui, assez proche pour sentir la chaleur de son corps. « Mais tu es ici, Élie ?» 2 mois, Julien. 2 mois de messages, d'appels nocturnes, de confessions. 2 mois à tourner autour de quelque chose qu'on refuse de nommer, parce que le nommer le rend réel. Il est déjà réel. Julien se tourna enfin vers lui. Dans la lumière des guirlandes, son visage était un mélange d'ombre et de lumière, de désir et de retenue. Si on fait ça, si on franchit cette ligne, tout va changer. Tu perdras peut-être Lucas comme ami. Ma famille, ma mère qui est malade ne comprendra peut-être pas. Et nous,
Nous pourrions nous détruire mutuellement. Ou nous sauver. Élie leva la main, hésita, puis l'a finalement posée sur la joue de Julien. La peau était froide sous ses doigts, mais Julien ferma les yeux à ce contact comme si c'était une bénédiction. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que si je ne t'embrasse pas maintenant, je vais le regretter chaque jour de ma vie. Élie. Mais cette fois, Julien ne recula pas. Cette fois, quand Élie se pencha, quand leurs lèvres se rencontrèrent dans le froid de la nuit parisienne, Julien répondit. Le baiser fut d'abord hésitant, presque timide, puis s'approfondit, devint urgent, désespéré, comme s'ils essayaient de rattraper tous ces mois de non-dits. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, Julien murmura contre ses lèvres. « Maintenant, tu es vraiment à moi, et je suis à toi. Dieu nous vienne en aide. » Derrière eux, à travers la fenêtre, ils pouvaient voir Lucas regarder son film, complètement inconscient que le monde venait de basculer sur son axe. Les semaines qui suivirent, Noël furent un mélange de paradis clandestin et d'angoisse constante. Julien prolongea son séjour à Paris, prétextant vouloir être près de sa mère. La vérité, qu'ils n'avouaient qu'à eux-mêmes, était qu'ils ne pouvaient plus se séparer. Ils se retrouvaient en secret. Des cafés discrets dans le Marais, des promenades dans le jardin du Luxembourg à l'aube, des rendez-vous dans la chambre d'hôtel que Julien avait louée près de la Bastille, pour ne pas déranger sa famille. Chaque moment volé était précieux, intense, empreint de la culpabilité de tromper Lucas. On doit lui dire, répétait Élie après chaque rencontre. Je sais, répondait Julien. Mais les jours passaient sans qu'il trouve le courage. Janvier glissa dans février. Paris était recouvert d'un manteau blanc inhabituel. Élie avançait sur sa thèse, mais son esprit était ailleurs, dans les bras de Julien, dans les conversations qu'ils avaient tard le soir, dans les projets qu'ils osaient enfin faire. « Viens à Londres », avait proposé Julien un soir, allongé dans le lit de l'hôtel, Élie blottie contre son torse. « Termine ta thèse, puis viens. On pourrait vivre ensemble. Et Lucas ? On lui dira. Bientôt, je te le promets. » Mais le « bientôt » ne venait jamais. Ce fut Élisabeth qui précipita les choses. Un mardi matin de mi-février, elle convoqua Julien dans le salon familial. Élie était avec Lucas à la bibliothèque quand Julien l'appela, sa voix tendue. « Elle sait. »« Quoi ? Comment ? Elle nous a vus. Il y a 2 jours, quand tu es venu chercher des livres à l'appartement. Elle était à la fenêtre de sa chambre. Elle nous a vus nous embrasser dans le hall avant que tu partes. » Le cœur d'Élie s'arrêta. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle veut te voir. Demain. Sans Lucas. » La rencontre eut lieu dans un salon de thé de la rue du Bac. Elisabeth Moreau était assise près de la fenêtre, élégante malgré sa fragilité, une tasse de thé vert fumante devant elle. « Assieds-toi, Élie. » Sa voix était douce mais ferme. Élie obéit, les mains moites, le cœur battant la chamade. « Je ne vais pas tourner autour du pot, » commença Elisabeth. « J'ai vu comment mon fils te regarde. J'ai vu comment tu le regardes, et j'ai vu ce baiser. Madame Moreau, Elle leva la main. « Laisse-moi finir. » Elle but une gorgée de thé, sembla rassembler ses pensées. Quand Julien avait 25 ans, mon mari a découvert sa nature. Il y a eu des mots terribles. Mon mari l'a chassé. Et moi ? Sa voix se brisa légèrement. Moi, j'ai laissé faire. Je n'ai pas pris la défense de mon fils. J'ai laissé mon mari le rejeter parce que j'avais peur. Peur du qu'en dira-t-on. Peur de ce que notre entourage penserait. J'ai perdu 10 ans avec Julien à cause de cette lâcheté. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je suis malade, Élie. Les médecins me donnent peut-être 1 an, peut-être 2. Je ne passerai pas ce temps qui me reste à regretter une 2e fois. Si Julien t'aime, et je vois bien qu'il t'aime, alors tu as ma bénédiction. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élie. « Et Lucas ? Lucas devra comprendre. Il t'aime comme un frère, et il aime Julien. Il sera blessé, oui, mais il s'en remettra. Ce qui me préoccupe, c'est vous 2. » Elle se pencha en avant, prit la main d'Élie dans la sienne, frêle mais ferme. L'amour entre hommes n'est pas facile dans notre monde, même à Paris, même en 2025. Il y aura des regards, des commentaires, des moments où vous voudrez abandonner. Mais si c'est réel, et je crois que ça l'est,
alors accrochez-vous l'un à l'autre. Soyez plus brave que je ne l'ai été. Je ne sais pas si je peux, murmura Ellie. Je n'ai dit à personne. Mes parents ne savent pas. Alors il est temps. Elisabeth serra sa main. Julien a besoin de quelqu'un qui ne se cache pas. Qui l'aime au grand jour. Peux-tu être cette personne? La question resta suspendue dans l'air chargé de vapeur de thé et de vérité. Ce soir-là, Ellie rentra chez lui dans son petit studio du 13e arrondissement. Il s'assit à son bureau, contemplant son téléphone. Puis il composa le numéro de sa mère. « Maman ? Il faut que je te dise quelque chose. » La conversation qui suivit fut difficile. Il y eut des larmes, des silences, des questions. Sa mère, professeure de lycée à Lyon, ne comprenait pas au début. Son père, mécanicien à la retraite, prit le téléphone, sa voix bourrue mais pas cruelle. « Tu es sûr, fiston ? » ?»« Oui, papa, j'en suis sûr. » Un long silence. « Alors ce garçon, ce Julien, il te traite bien, très bien. C'est tout ce qui compte. Ta mère va avoir besoin de temps, mais... On t'aime, Ellie. Ça ne change pas. » Quand il raccrocha, Ellie pleura, de soulagement, de peur, d'amour pour ses parents qui, malgré leur surprise, choisissaient leur fils. Il envoya un message à Julien. « Je leur ai dit, à mes parents. Ils savent. » La réponse arriva immédiatement. « Je suis fière de toi. Je t'aime. » C'était la première fois que Julien prononçait ces mots, même par écrit. Moi aussi. Et demain, on parle à Lucas. Ensemble. Plus de secrets. Le lendemain soir, ils convoquèrent Lucas dans un café près de la Seine. Le jeune homme arriva joyeux, inconscient du tsunami qui allait le frapper. « Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air tellement sérieux tous les deux. » Julien et Ellie échangèrent un regard. Puis Julien prit la parole. « Lucas, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'important. » Ce qui suivit fut douloureux. La confusion de Lucas, puis la réalisation, puis la colère. « Mon frère, vraiment ? Ellie ? Mon propre frère ? Lucas, écoute. Non. » Lucas se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Vous vous êtes moqué de moi. Pendant des mois. Vous vous voyez dans mon dos, vous... » « Nous ne voulions pas te blesser, » dit Julien d'une voix calme, « mais c'est arrivé. Ce n'était pas prémédité. C'était quoi? L'amour ?» Le sarcasme dans la voix de Lucas était comme un coup de couteau. « Tu sais quoi, Julien? Tu es parti pendant 10 ans. Tu n'étais pas là. Et maintenant tu reviens et tu me voles mon meilleur ami. Personne ne te vole, Lucas. » Ellie essaya de garder sa voix stable. « Tu es mon ami. Tu resteras toujours mon ami. Mais Julien, c'est différent. » Lucas le regarda comme s'il ne le reconnaissait pas. « J'ai besoin de temps. Je ne peux pas. Pas maintenant. » Il partit, les laissant seuls dans le café qui se vidait lentement. Julien prit la main d'Ellie par-dessus la table, ouvertement, pour la première fois en public. « On va traverser ça, » dit-il. « Ensemble. Ensemble, » répéta Ellie, serrant ses doigts. Dehors, Paris brillait de 1000 feux, indifférente à leur drame. Mais dans ce café, 2 hommes venaient de choisir la vérité plutôt que le confort. Et c'était déjà une victoire. Les semaines qui suivirent la révélation furent une épreuve de force. Lucas refusa de parler à Ellie pendant tout le mois de mars. Ses appels restaient sans réponse, ses messages ignorés. À l'université, il s'évitait, une distance douloureuse s'installant là où il y avait eu de l'amitié. Julien, lui, décida de rester à Paris. « Ma place est ici maintenant », avait-il dit à Ellie. « Avec toi, avec ma mère pendant qu'elle est encore là. » Il loua un appartement dans le Marais, un 2 pièces au 5e étage avec vue sur les toits de Paris. Ellie y emménagea officiellement en avril, apportant ses livres, ses vêtements, sa vie entière dans ce nouvel espace qu'ils allaient le construire ensemble. C'était la première fois qu'Ellie vivait ouvertement avec quelqu'un. Chaque matin, en se réveillant contre Julien, il ressentait un mélange de joie et d'incrédulité. Comment était-il possible que sa vie ait changé à ce point en quelques mois ? « Tu regrettes ?» demanda Julien un matin d'avril, alors qu'ils buvaient leur café sur le petit balcon fleuri. « Jamais. » Ellie se blottit contre lui. « Mais Lucas me manque. Il reviendra. Il a juste besoin de temps pour digérer. » Ce fut Elisabeth qui servit de médiatrice.
Elle invita Lucas à déjeuner, seul, et lui parla pendant des heures. Ellie ne sut jamais exactement ce qu'elle lui dit, mais une semaine plus tard, Lucas se présenta à leur appartement. Il avait les yeux rouges, les traits tirés. Quand Ellie ouvrit la porte, ils restèrent face à face un long moment sans parler. « Tu m'as manqué », dit finalement Lucas d'une voix étranglée. « Toi aussi. » Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, et Ellie sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Un poids qu'il portait depuis des semaines. « Je suis désolée, » murmura Lucas. « D'avoir réagi comme ça. C'était juste tellement inattendu, et j'avais l'impression de vous perdre tous les deux. » « Tu ne nous perds pas. » Julien était apparu derrière Ellie. « Tu gagnes quelque chose, au contraire, une famille qui est honnête les uns envers les autres. » Lucas les regarda tour à tour, puis esquissa un sourire tremblant. « Vous êtes vraiment ensemble, comme... »« Vraiment, vraiment, » confirma Ellie en prenant la main de Julien. « Alors... » Lucas prit une grande inspiration. « Alors je suppose que je dois m'habituer à vous voir vous bécoter. Mais par pitié, pas devant moi trop souvent. J'ai des limites. » Ils rirent, un rire libérateur qui dissipa enfin la tension accumulée. À partir de ce jour, Lucas devint leur allié. Il était présent au dîner de famille, aidait à apaiser les tensions résiduelles, parlait ouvertement de son frère et son meilleur ami qui sont en couple, avec une fierté qui surprenait même Julien. « Tu as de la chance, » dit-il un jour à Julien. « Ellie est le mec le plus gentil que je connaisse. Si tu le fais souffrir, c'est à moi que tu auras affaire. »« Je sais. » Julien sourit, une main dans les cheveux d'Ellie. « Crois-moi, je sais. » Mai arriva avec ses lilas en fleurs et ses journées qui s'allongeaient. Ellie soutint sa thèse avec succès, Julien assis au premier rang, les yeux brillants de fierté. Quand le jury annonça la mention très honorable, Julien fut le premier debout pour applaudir. « Docteur Ellie, » murmura-t-il à son oreille après la cérémonie. « Ça sonne bien. » « Pas autant que le compagnon de Julien, » répliqua Ellie en l'embrassant, là, devant tous les professeurs, tous les étudiants, tous les regards. Un baiser public, assumé, magnifique dans sa simplicité. Élisabeth Moreau décéda paisiblement en juin, entourée de ses deux fils et d'Ellie, qu'elle avait appris à considérer comme un troisième enfant. Ses derniers mots à Julien furent « Sois heureux. Sois toi-même. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Aux funérailles, le père de Julien était présent, Henri Moreau, 65 ans, homme d'affaires austère aux tempes grises. Il ne parla pas à Julien durant toute la cérémonie, gardant une distance glaciale. Mais au moment de partir, alors que Julien et Ellie se tenaient main dans la main près du portail du cimetière du Père-Lachaise, Henri s'arrêta. Il regarda longuement son fils, puis Ellie. Un long silence chargé de 10 années de non-dits, de reproches, de regrets. « Ta mère... » Sa voix se brisa. « Ta mère m'a fait promettre de ne pas répéter mes erreurs. » Julien se raidit, mais ne lâcha pas la main d'Ellie. Elle m'a dit que j'avais été un lâche, que j'avais choisi mon orgueil plutôt que mon fils. Henri baissa les yeux. Elle avait raison. Papa, je ne peux pas effacer ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Henri releva la tête, et pour la première fois depuis des années, Julien vit de l'émotion dans les yeux de son père. Mais je peux essayer, si tu veux bien me laisser essayer. Julien resta silencieux un long moment. Ellie sentit sa main trembler dans la sienne. Je ne peux rien promettre, dit finalement Julien, mais on peut commencer par un café, un jour. Peut-être. Henri hocha la tête, comme si c'était plus qu'il n'espérait. Avant de partir, il tendit la main vers Ellie. Prenez soin de lui. Il a toujours été trop têtu pour admettre quand il souffre. Je sais, répondit Ellie en serrant cette main tendue, et je vous promets que je le ferai. Ce soir-là, dans leur appartement du Marais, Julien pleura pour la première fois depuis qu'Ellie le connaissait. Des larmes de douleur pour sa mère disparue, mais aussi de soulagement pour un père qui tentait, maladroitement, de renouer le fil cassé. « Je t'aime », murmura Ellie en le tenant contre lui. « Quoi qu'il arrive, je t'aime. »« Je sais. » Julien leva les yeux, rouge mais apaisé. « C'est la seule chose dont je suis sûre dans ce chaos. » L'été passa dans une forme de paix nouvelle. Julien et son père se voyaient une fois par semaine,
des rencontres brèves mais significatives. Henri posait des questions sur le travail de Julien, sur les projets d'Élie, sur leur vie commune. Il écoutait, même quand c'était visiblement difficile. Un dimanche d'août, Henri les invita à déjeuner dans sa maison de campagne en Normandie. C'était la première fois que Julien y retournait depuis son exil. Le repas fut tendu au début, ponctué de silences lourds. Mais au dessert, Henri leva son verre de cognac. « À Élisabeth, dit-il. Qui m'a appris, trop tard, ce que signifie vraiment aimer ses enfants. » Il regarda Julien. « Et à vous deux. Puissiez-vous être plus heureux que nous ne l'avons été. » Julien et Élie trinquèrent, les larmes aux yeux. En septembre, ils organisèrent une soirée dans leur appartement pour célébrer l'anniversaire d'Élie. Lucas était là, bien sûr, avec sa nouvelle copine. Des amis de l'université, des collègues de Julien, Henri fit même une apparition surprise, apportant une bouteille de champagne millésimée. Tard dans la soirée, alors que les invités discutaient et riaient, Julien entraîna Élie sur le balcon. « Il y a 1 an, commença-t-il, tu es arrivé trempé sous la pluie dans ma vie. J'ai failli te laisser partir. J'ai failli me convaincre que c'était impossible. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Parce que tu m'as appris quelque chose que j'avais oublié pendant mes années d'exil. » Il prit le visage d'Élie entre ses mains. « Tu m'as appris que le bonheur vaut tous les risques, que l'amour mérite qu'on se batte pour lui, que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge. » Julien, je n'ai pas de bague, je n'ai pas préparé de grands discours. Julien sourit, ce sourire rare et magnifique qui transformait son visage austère. Mais j'ai une question. Veux-tu construire une vie avec moi? Une vraie vie, pas un secret, pas une histoire cachée? Le cœur d'Élie explosa dans sa poitrine. Tu sais que oui. Je t'ai dit oui dès le premier soir, sous cet orage. Ils s'embrassèrent, tandis que Paris s'étendait devant eux, ville de lumière et de possible. À l'intérieur, leurs amis applaudirent, ayant suivi la scène à travers la baie vitrée. Lucas ouvrit une bouteille de champagne en criant « Mon frère se case enfin !» Et dans ce moment, entourés d'amis, de familles qui les acceptaient enfin, dans cette ville qui avait vu naître leur amour sous la pluie, Élie comprit que le bonheur n'était pas une destination, mais un choix quotidien. Le choix de s'accepter, le choix d'aimer sans honte, le choix d'être authentique, même quand c'était difficile. Quelques mois plus tard, par une journée de décembre où la neige tombait doucement sur Paris, ils se marièrent à la mairie du 4e arrondissement. Une cérémonie simple, intime. Lucas était témoin de Julien et une amie d'Élie témoin pour lui. Henri était au premier rang, les yeux humides. Les parents d'Élie venus de Lyon souriaient avec fierté. Quand le maire prononça les mots « Je vous déclare unis par les liens du mariage », Élie réalisa que le jeune homme trempé qui avait sonné à la porte des Moreau un soir d'octobre n'existait plus. À sa place se tenait un homme qui s'aimait. Un homme qui aimait sans peur. Un homme qui avait trouvé, sous un orage parisien, non seulement l'amour de sa vie, mais aussi lui-même. « Maintenant, tu es à moi », murmura Julien en l'embrassant, reprenant les mots de cette première nuit. « Pour toujours. » « Un pour toujours », confirma Élie. Et dehors, Paris continuait de vivre, indifférente et magnifique, témoin silencieux de milliers d'histoires d'amour qui naissaient, mouraient, ou comme celle-ci, triomphaient contre toute attente. Avez-vous des préférences pour le ton de la narration? Souhaitez-vous qu'elle soit plus poétique, plus directe, ou un équilibre entre intimité émotionnelle et description des lieux parisiens?